Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. C'est le serpent de mer des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Les retraites catalysent la grogne sociale et l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une proposition de résolution portant sur l'abrogation du report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Ce jeudi 5 juin d'ailleurs, la CGT appelle à des débrayages et des manifestations pour l'abrogation de la dite réforme, l'augmentation des salaires et contre les suppressions d'emplois. L'un des angles morts de ce débat sur les retraites est celui de la sécurité sociale de la mort. Car même si cette question reste taboue, la mort a bien un coût écrasant. Et si des aides de la Sécu existent pour les obsèques, une prise en charge totale des défunts et des endeuillés reste à définir pour des funérailles remboursées. C'est pour cette solution que plaide un collectif rassemblant des personnalités civiles et des professionnels du deuil. On en parle avec Alban Baudouin, l'un des fondateurs du collectif pour une sécurité sociale de la mort, ainsi que Jean-Loup de Saint-Phal, également fondateur de ce collectif, et aussi avec le sociologue et économiste Bernard Friot, que j'ai l'honneur aussi d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus. Alors effectivement, c'est un sujet relativement tabou. Personne ne parle de cette histoire de sécurité sociale de la mort. Et pourtant, c'est un cheval de bataille très important. Bernard, je commence par vous. Je vais surtout dire en quoi ce projet de sécurité sociale de la mort s'inspire et transpose déjà là la sécurité sociale du soin telle qu'elle a été mise en place pour l'essentiel dans les années 60 et 70, avec plusieurs caractéristiques qui du coup inspirent d'autres projets. À Réseau Salariat en particulier, nous réfléchissons avec d'autres, il n'y a pas que Réseau Salariat, une sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale du transport, du logement, de l'énergie, enfin mettre en sécurité sociale toutes les productions au bout du compte, une sécurité sociale des médias aussi, d'information. Et ce qui caractérise la mise en sécurité sociale des soins dans les années 60-70, c'est le changement du statut des producteurs. Ça a été décisif. Et c'est ça qui a changé l'accès à la consommation. C'est parce que c'est la production qui a été libérée de sa logique capitaliste. Ensuite, évidemment, la classe dirigeante s'est acharné contre ce dispositif, mais ce qui est formidable dans les années 60, alors qu'on crée ou on restaure ou on change enfin on technicise un établissement de soins par jour. Enfin, c'est vraiment on crée des maternités, on transforme les hospices en hôpitaux locaux, on crée les CHU. Enfin bon, c'est énorme. Hein. Eh bien, les producteurs de soins, les soignants, vont se trouver libérés de l'endettement. Alors que dans le capitalisme, avant même de travailler, on est endetté. Soit comme travailleur indépendant, il faut trouver un prêteur, soit comme membre d'une entreprise, mais cette entreprise est endettée. Donc, ce qui est de spectaculaire, c'est que l'assurance maladie, qui est à l'époque richement dotée parce qu'il y a une hausse du taux de cotisation, le taux de cotisation augmente considérablement dans les années 60 et 70, aussi bien pour la maladie que pour la vieillesse d'ailleurs, ou la famille, et le chômage. Cette hausse du taux de cotisation permet à l'assurance maladie, richement dotée, d'avancer ce salaire socialisé. C'est du salaire socialisé. Hein. Et ben, il est avancé pour payer les ouvriers et les ingénieurs qui construisent les CHU, le matériel médical, enfin, etc. C'est-à-dire qu'à l'avance en capital, qui finalement aliène les travailleurs, parce qu'il va falloir qu'ils obéissent finalement aux ordres du prêteur, eh bien, on substitue l'avance des salaires. C'est tout à fait important, ça. Et alors, ces salaires, les soignants ont un salaire qui est libéré du marché du travail, donc libération de l'emprunt, libération du marché du travail, puisqu'ils sont fonctionnaires, ils ont un salaire lié à leur personne, ou s'ils sont indépendants,
ils sont libérés du marché capitaliste. L'assurance maladie passe avec leurs organisations professionnelles une convention, comme on dit, qui établit une nomenclature d'actes et un tarif des actes. Et ça libère les soignants de la logique qu'on connaît pour tous les autres travailleurs indépendants, c'est-à-dire 90% de gens avec un très faible ressource, prenez les agriculteurs, les commerçants, les avocats, etc., les architectes, et puis 10% de nabab, pas du tout chez les soignants, absolument pas. Donc on peut libérer les producteurs, comme nous l'avons fait pour 10% du PIB, on peut le faire pour les travailleurs des funérailles, on peut le faire pour les travailleurs du logement, pour les producteurs d'alimentation, etc. Alors Alban et Jean-Loup, vous avez écrit donc tous les deux Le coût de la mort, la sécurité sociale jusqu'au bout. Pour vous, la sécurité sociale ne doit pas s'arrêter, donc comme l'expliquait Bernard, aux frais de santé, mais aussi au coût de la mort. Et pour ceux qui nous regardent et qui ne comprendraient pas trop bien de quoi on parle, qu'est-ce que vous entendez par le coût de la mort? Alors, merci beaucoup de nous recevoir. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un fossé assez grand. Quand on écoute Bernard parler de tout le système qui s'est construit autour du soin, où finalement, aujourd'hui, on est un peu copropriétaire de notre santé, même si ça a été très abîmé avec le temps. Et on a quand même des professionnels qui, en fait, sont des aidants et pas à la recherche d'un profit ou je dirais, mus par l'angoisse de satisfaire un petit chef. Le monde de la mort, lui, est à des milliers de kilomètres de ça. En fait, aujourd'hui, les obsèques, tout le monde le sait à peu près, c'est assez cher. On est autour de environ 5 000 euros par obsèque en moyenne. Que ce soit la crémation ou l'inhumation, on est dans des tarifs similaires. Et les prises en charge sont extrêmement rares. Ce sont des aides dont il faut faire la demande. Et on n'a pas véritablement pensé, depuis l'après-guerre, où ça avait été pourtant cité parmi les risques que devait prendre en charge la sécurité sociale, on n'a pas vraiment pensé la question de la mort, alors que ce coût, il intervient sur des familles précaires, particulièrement durement, puisque ce sont les familles les moins aisées qui recourent le plus à un contrat prévoyance obsèque, c'est-à-dire en fait qui mettent de côté pour ne pas être une charge. Ouais. Et cette expression, elle est extrêmement violente, ne pas être une charge. Le mot charge, globalement, est à bannir. Et on se dit, mais en mourant, on ne fait rien d'autre que de mettre un terme à sa vie qui a commencé avec la naissance, qui est en grande partie prise en charge. Pourquoi la mort, elle, doit faire l'objet de calculs, de négociations comme ça avec une entreprise privée, à un moment où en plus la famille est complètement prise par l'angoisse? Ouais. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire que 5 000 euros, ça peut éventuellement c'est un double se trouver. Mais de devoir gérer les obsèques, mais en plus de devoir gérer cette charge mentale, administrative et financière. Tout à fait. Et étant donné qu'on a quand même un mode d'emploi, nous on a commencé par là. Au départ, on connaissait le travail de Bernard et de Réseau Salariat. Et on s'est dit, mais tout simplement, on va faire copier-coller. Prenons les bonnes idées qui ont été celles des créateurs de la sécurité sociale dans les années 50, avec aussi les idées des collectifs pour une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Transposons-les au monde de la mort et du deuil, où il y a aussi des travailleurs qui créent de la valeur, et où il y a aussi des familles qui ont des besoins, pour le coup, ironiquement vitaux, puisque le deuil, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre condition de vivant que d'être en deuil. Alors parallèlement, vous vous expliquez évidemment ce que c'est que le coût de la mort et comment il faudrait remédier à ces inégalités devant ce phénomène. Mais vous ne vous contentez pas de proposer cette sécurité sociale, vous dénoncez les dérives aussi du marché de la mort qui est évidemment, comme tout marché capitalistique et ultra capitalisé, comporte beaucoup de dérives. Mais complètement, en fait, le marché de la mort est un marché comme un autre, c'est-à-dire qu'on va acheter des obsèques comme les autres, complètement, comme on irait choisir un lave-vaisselle chez Darty, quoi. Et en fait, quand on se rend sur le marché de la mort,
c'est les endeuillés, donc les familles qui doivent choisir l'opérateur qui leur convient le mieux. C'est-à-dire qu'on va se rendre chez une entreprise capitaliste, on regarde un devis, et puis si le devis ne nous convient pas, et ben du coup on va chez une autre entreprise. Mais ça ne se passe pas dans la réalité. Dans la réalité, on est pris par le deuil, on est pris par le temps, entre le moment du décès et le moment où on doit faire les obsèques, c'est 14 jours selon la loi. Donc on est contraint par plein de choses, ce qui fait que généralement, on se retrouve, comme disait Jean-Loup, mais dans une sorte de sentier de dépendance, une sorte de toboggan où en fait on va payer ce qu'on nous dit de payer, on ne va pas chercher non plus à contester ce qu'on nous dit de payer, puisqu'en fait on n'y connaît rien au monde de la mort. On ne connaît pas les aides. On n'a pas forcément l'énergie d'y réfléchir. On n'a pas l'énergie d'y réfléchir, et puis on a envie surtout que le moment passe, comme ça on n'en parle plus, quoi. Ouais. Et évidemment que le marché le sait très bien, et évidemment que le marché capitaliste fait que les familles sont amenées à payer beaucoup. Aujourd'hui, il y a 2 grands groupes qui dominent le marché. C'est l'entreprise PFG, Pompes Funèbres Générales, qui est d'ailleurs possédée par un fonds de pension canadien, le fonds de pension des enseignants à la retraite du Canada. Okay. Et le groupe Funecap, qui est aujourd'hui présidé par 2 anciens énarques. Et ces 2 grosses entreprises ont à peu près 35% du chiffre d'affaires du monde funéraire. Mais en termes de nombre, la plupart des entreprises funéraires sont des indépendants. Sont des petits indépendants de 1 salarié, de 2 salariés. C'est des petites entreprises généralement en termes de nombre. Mais par contre, la mainmise est celle de 2 grands groupes. Mais heureusement, dans le monde funéraire, il y a de nouvelles entreprises qui proposent une vision alternative du marché funéraire. Non capitalistique et pas du tout orientée vers le profit. C'est ce qu'on appelle les coopératives funéraires. Le but des coopératives, c'est de sortir le marché de la lucrativité et c'est de faire en sorte de mieux accompagner les familles, notamment en gérant l'entreprise avec les salariés et avec les usagers de la coopérative. Donc il y a de l'espoir dans ce monde funéraire qui est un peu sombre. Bernard, est-ce que l'horizon de cette sécurité sociale de la mort dans cette société capitaliste est envisageable dans le sens où j'entends, est-ce qu'elle est possible ? Elle est possible à condition déjà d'en parler. Il y a une première condition. Bien souvent, pour amener les consciences à y la réfléchir, mise en sécurité sociale des productions, production de l'alimentation, production du transport, etc., c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. À gauche, par exemple, ça n'est pas dans les programmes de gauche. Donc il ne faut pas ensuite s'étonner qu'il n'y ait pas une conscience importante, militante autour de cela. Donc il y a un premier travail à faire qui est de dénoncer la proposition. Et c'est ce que font nos camarades. Je suis obligé de faire un petit détour par l'actualité parce qu'évidemment, il va y avoir un mouvement le 5 juin, je l'ai dit tout à l'heure en introduction de cette seconde partie, contre la réforme des retraites, à la demande de la CGT, une réforme toujours autant décriée. D'ailleurs, on va aussi à l'Assemblée nationale discuter de son abrogation ou non. Et forcément, ça résonne un petit peu avec ces questions. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. Ça résonne forcément un petit peu avec ces inégalités devant la mort, des inégalités financières, on en parlait, mais aussi des inégalités sociales. On rappelle que la catégorie des 25 à 30% les plus modestes, dont le niveau de vie moyen est d'à peu près 1 200 € par mois, environ 15% des hommes sont décédés à 62 ans, contre 5% chez les 5% les plus riches. Donc, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de l'urgence ? Personne ne parle de cette sécurité sociale, pourtant ça a l'air plus urgent que jamais de la mettre en place. Oui, par le bout final, mais il faut aussi, pour lutter contre l'inégalité devant l'âge de la mort, changer le travail, ça c'est clair. Et précisément, changer le travail, c'est changer le statut des producteurs, les libérer de l'emprunt, les libérer de l'obligation de la performance parce qu'ils dépendent du chantage à l'emploi, faire du salaire un attribut de la personne mais pour pacifier notre rapport au travail. Et d'ailleurs, je me permets juste de rebondir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, parce qu'on voit assez facilement quand on parle de gens qui travaillent dans le soin, d'agriculteurs, aussi parce qu'il y a eu un travail là-dessus mené notamment par Réseau Salariat, on voit ce que peut vouloir dire produire. C'est moins évident quand on parle entre guillemets de croque-mort. Et une chose qui est sûre, c'est que effectivement, il faut articuler ça à la question des retraites, mais il faut aussi articuler ça aux conditions de travail des agents funéraires. Et qu'est-ce que ça produit, un agent funéraire ? C'est pas évident de le dire. Quand on regarde la formation aujourd'hui si on réfléchit vraiment avec les paradigmes des capitalistes et des libéraux, genre finalement, si on parle en termes de productivité, gain de productivité, si on utilise un petit peu leur quel paradigme. métier c'est finalement C'est reconnu par quelle qualification ? En fait, c'est un bac pro-vente en général. C'est des formations qui sont délivrées par les grands groupes
Donc il n'y a quasiment pas, quelques très rares exceptions près, de formation publique pour devenir agent funéraire. Et c'est en grande majorité, quand on regarde le tronc de la formation, c'est de la vente. C'est des commerciaux et des marketeurs. Exactement. Alors que c'est des gens qui souvent font pas ce métier-là pour l'argent, c'est encore moins bien payé que prof, c'est dire. Mais ils se retrouvent dans un métier où on les pousse à faire du chiffre. Ouais. Et on leur apprend même à travailler ainsi. Bah là, on est dans un marché dérégulé, il y a de la concurrence, il faut Et battre voilà, le concurrent, exactement. et donc allez-y. Et c'est là où ce qui Faites est du bis, intéressant avec l'actualité dont tu parlais, c'est que pour le coup, dans le monde funéraire, il n'y a quasiment pas de syndicats. Il y a une CGT qui se bat beaucoup, mais qui est toute petite. Quelques syndicats aussi qui sont plus dans une démarche d'accompagnement, mais très peu de visibilité du monde du travail de la mort. Soit on pense aux endeuillés, soit où on pense au travail, mais les travailleurs de la mort, finalement, eux, on n'en parle pas si souvent. Et c'est aussi un peu ce qu'on a essayé de faire à travers le collectif, c'est-à-dire vraiment construire quelque chose à parité entre les agents du secteur et nous, ce qu'on veut, on veut que ces croque-morts, ce qu'ils produisent, ce soit de l'accompagnement, ce soit en fait du temps avec les familles, avec les proches, et pas de la vente de capitons ou de cercueils, etc. Et donc pour faire ce saut anthropologique vers en fait de nouveaux agents funéraires, il va falloir articuler à la fois l'actualité du funéraire et les combats du monde du travail. Mais finalement, est-ce que tout ça, c'est possible à mettre en place? Je vous pose la question soit à Alban, soit à Bernard. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible sans nationaliser les pompes funèbres? C'est possible sans nationaliser les pompes funèbres, dans le sens où ce qui est intéressant dans le monde funéraire, c'est aussi sa variété. Il y a des entreprises funéraires qui sont extrêmement variées, entre celles qui proposent des pompes funèbres professionnelles, des pompes funèbres plus orientées à vocation écologique. Et cette variété, elle est intéressante à conserver dans le sens où ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises soient conventionnées. Les entreprises funéraires soient conventionnées, les entreprises qui sont gérées de manière coopérative et qui ne font pas de profit passent convention avec la sécurité sociale de la mort, et dans ce cas-là, on peut aller se faire enterrer chez elle en payant avec sa carte vitale, ou sa carte mortelle, on verra bien comment ça s'appelle. Mais si on passe par une nationalisation, justement, précisément, la sécurité sociale, c'est pas nationaliser. La sécurité sociale, c'est socialiser. Donc ces entreprises conventionnées, elles seraient conventionnées par des caisses, et ces caisses seraient gérées de manière démocratique avec des agents funéraires issus du monde syndical qui va pas très bien. Donc ce serait une façon peut-être de relancer le monde syndical que de permettre aux agents funéraires de gérer leur propre outil de travail. Et ces caisses gérées par les agents funéraires seraient aussi gérées à parité par des citoyens tirés au sort. Oui, de retourner à l'essence même de la sécurité sociale comme elle a été conçue à ses départs. Géré par les travailleurs eux-mêmes, le régime général. Parce qu'effectivement, géré par les gouvernants, ça ne marche plus quand on voit l'état des caisses de la sécurité sociale. Mais l'étatisation est une catastrophe, bien sûr. Nicolas Da Silva l'a très bien montré dans son bouquin La bataille de la Sécu, bien sûr. Ouais. Et du coup, concrètement, comment vous comptez, quels outils vous comptez mettre en place justement pour mettre en place de façon pérenne cette sécurité sociale? En fait, c'est un peu complexe parce qu'il faut avancer de manière parallèle. Il faut à la fois mettre en lumière les coopératives dont parlait Alban, pour être plus précis, notamment les SCIC, qui ont un statut, effectivement, où il y a à la fois un collège citoyen et un collège d'agents. Donc par contre, je me trompe sur le C final. Société... Statut coopérative, oui. Oui, et d'intérêt collectif, voilà, et non pas d'intérêt commun, je dis des fois l'inverse. Et donc ces entreprises-là, il y en a aujourd'hui une dizaine en fonctionnement en France, malheureusement surtout dans des grandes villes, qui attirent un public qui est déjà sensibilisé à l'économie sociale et solidaire. Donc il faut déjà, dès qu'il y a une initiative pour qu'une entreprise de ce type se lance dans un territoire, y aller, s'investir dedans, tout faire pour que ça s'épanouisse. Et puis à côté de ça, je dirais à plus long terme, et là-dessus, toute personne qui le souhaite est la bienvenue, nous rejoindre dans le collectif pour en fait constituer un lobby citoyen et professionnel contre les grands groupes qui, eux, ont une influence énorme. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe Leclerc de Michel Leclerc, pas son frère, a eu une influence énorme avec Roquet Clair dans les années 80 pour faire en sorte que ce qui existait avant, c'est-à-dire en fait un monopole des communes qui choisissaient l'entreprise de pompes funèbres qui allait enterrer la famille, pour que ça passe en fait directement aux familles, ce choix de l'opérateur funéraire. Et ça a été
un lobbying des gros indépendants et de Rock Éclair qui voulaient récupérer leur part du gâteau face à PFG qui était l'acteur hégémonique. Ouais. Et ben de la même manière, en fait, il faut qu'on fasse ce qu'ils ont fait qui a marché. C'est-à-dire que, et localement, en encourageant des entreprises au fonctionnement différent et par du lobbying politique, on se fasse entendre pour que les parlementaires n'aient plus le choix que de traiter cette question. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne fait pas face à des contradicteurs, on fait face au vide. Ouais. Personne ne veut parler de ça, globalement. C'est vraiment ulcérant quand on se rappelle du memento mori, on va tous y passer. Mais vraiment, ce n'est pas un sujet considéré comme d'actualité. Pour l'instant, vous confirmerez, ça reste un sujet tabou. Bon, bien sûr, c'est un sujet dont on ne parle pas. Et y compris pendant la loi fin de vie qui aurait pu ouvrir un espace politique pour que le sujet funéraire aille au-devant de la scène politique, preuve en est que c'est très très peu le cas. Oui, on reste sur une vision extrêmement libérale même de la mort. On a vu sur les débats sur la fin de vie, où finalement les risques de dérive vis-à-vis des handicapés par exemple, ou des personnes en situation de vulnérabilité, a été plus ou moins éludé, j'ai envie de dire. Mais précisément sur le secteur funéraire, on n'en a pas du tout parlé non plus. Il y a eu quelques interventions par-ci par-là de députés, mais c'était vraiment extrêmement peu. Le secteur funéraire, en effet, on en parle pas. Vous recevez des fins de non-recevoir vis-à-vis des députés, de la part des députés non, pas des fins de non-recevoir, mais le travail est long. Le travail est long et c'est jamais le sujet prioritaire, en fait. C'est jamais le sujet prioritaire. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du tabou ou de l'ordre de l'impensé politique, en fait. Oui. Vraiment, entre le marché funéraire tel qu'il fonctionne, avec les nombreuses dérives qu'on connaît, et il faut voir les scandales quand ils éclatent, et la faible quantité de propositions politiques pour en sortir, là, ça devrait nous interroger. Oui. Bernard Friot, est-ce que vous pensez qu'on est... c'est vrai que ça m'a soufflé cette question de reparler des débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le vote qu'il y a eu sur la fin de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas encore une vision tellement libérale même de la mort, une vision libérale et capitaliste de la mort, que ces questions de sécurité sociale, ça va peut-être prendre beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans les consciences des politiques déjà, des législateurs, et puis, a fortiori, des gens? On peut faire pour la mort ce qu'on a su faire sur la naissance. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les déjà là. Or, pour la naissance, ça a été spectaculaire. Lorsqu'on a rendu à la fois techniquement enfin sûr et puis gratuit les conditions de la naissance, mais ça a eu un effet absolument formidable. Et ce qu'on pensait inéluctable, c'est-à-dire un taux de mortalité infantile considérable, a été dépassé. Donc, ce qu'on a su faire pour la naissance est gratuite, la mort doit l'être aussi, c'est évident. D'accord. Merci beaucoup Bernard. Merci Jean-Loup et Alban du collectif pour une sécurité sociale de la mort d'être venus sur ce plateau, d'être venus discuter de ce sujet tabou, mais nous aussi en médias on en parle parce qu'on est un média indépendant. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaire et indépendante sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias et je vous souhaite une excellente soirée.